David Heap, je suis universitaire de médecine canadien. Je fais partie depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, presque 6 ans, de la campagne Le bateau canadien pour Gaza et donc de la coalition internationale des flottilles pour la liberté. Depuis 3 ans, je fais partie du comité directeur de la flottille et cette année en particulier, je me suis engagé beaucoup dans l'appui du bateau des femmes pour Gaza. Donc je suis ici en Europe parce que nous avons suivi les différentes escales de Barcelone, Ajaccio, à Messine avant le départ final de ce bateau en fin de septembre. Évidemment, le blocus est central à tout ce que vivent les Palestiniens de Gaza en ce moment, que ce soit du point de vue de l'économie. Le taux de chômage est brutal, c'est probablement le taux le plus élevé du monde en termes de taux de chômage. Et ça, ce n'est pas un désastre naturel, c'est un désastre humain, parce que c'est fait par des conditions politiques et ça ne peut être défait que par des décisions politiques, en fin de compte. De sa nature, Gaza ne devrait pas dépendre de l'aide humanitaire, mais le fait est que les 2/3 ou les 3/4 de la population facilement vivent de l'aide humanitaire parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. C'est-à-dire là où avant il y avait un secteur agricole important d'exportation, et je ne parle pas d'il y a très longtemps, je parle d'il y a 25 ans, on importait chez nous, dans ma petite ville de London, Ontario, au Canada, on avait des agrumes de Gaza dans le marché municipal. Je ne parle pas du commerce solidaire, je parle du commerce normal qui était exporté de Gaza, et c'est un secteur qui a été systématiquement détruit par l'occupation pour être remplacé par les exportations israéliennes. Donc c'est une façon que l'occupation profite du blocus de Gaza directement en détruisant l'économie palestinienne de Gaza. Même chose pour le secteur industriel. Avant, il y avait des centaines de petites usines à Gaza qui exportaient. Là, faute de importation de matériel ou faute de possibilité d'exportation, tout cela meurt. Donc quand nous avons été, moi j'ai eu la chance de voyager à Gaza en 2012, je suis syndicaliste, j'ai rencontré d'autres syndicalistes qui me disaient on voudrait bien avoir une économie, mais le fait est qu'il n'y a pas de débouché. Tout ça revient au blocus. C'est une violation fondamentale du droit de liberté de mouvement dont devrait jouir tout peuple, tout être humain, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons médicales, pour visiter la famille, pour compléter ses études. Tout cela est systématiquement bafoué pour les Palestiniens en général, mais particulièrement pour les Palestiniens de Gaza, où la violation du droit de libre circulation est violée le plus systématiquement et de façon le plus grave. Donc ce n'est pas étonnant si des rapports de l'ONU disent que d'ici quelques années, Gaza sera inhabitable. C'est presque déjà le cas. Je me demande des fois comment ils tiennent le coup avec les conditions qu'ils vivent, mais c'est quand même un peuple qui vit beaucoup de l'espoir de ne pas être oublié. Et que d'avoir été en prison moi-même très brièvement lors du voyage en 2011, 6 jours avant d'être déporté, je sais que personnellement, j'attache beaucoup d'importance à l'idée de ne pas oublier un peuple emprisonné, et dans ce cas-ci les Palestiniens en général et les Palestiniens de Gaza en particulier. Ils savent pertinemment que les États du monde les oublient volontairement. Il ne reste que les peuples solidaires qui se souviennent. Donc ça, c'est notre devoir fondamental, c'est de ne pas laisser oublier le sort des Palestiniens de Gaza. Évidemment, lors de tout raisonnement par les forces de l'occupation, c'est les forces d'occupation qui contrôlent la version médiatique, du moins pendant 24 à 48 heures, jusqu'au temps à ce que nos gens commencent à sortir. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie médiatique très très délibérée pour justement permettre de répandre cette version anodine d'incidents sans violence ou à raisonnement sans violence. Ils trouvent toujours des façons de le dire sans incident. Mais le fait de arraisonner un bateau civil dans les eaux internationales, c'est déjà une violence. C'est-à-dire, au-delà du fait que le blocus lui-même, c'est une violence contre tout un peuple, maintenant, depuis cette semaine, on dit que c'est finalement rendu à 2 millions de personnes à Gaza, une violence faite de façon quotidienne contre 2 millions de personnes, une violence
fondamentale contre le droit de libre circulation, mais également contre tous les droits économiques et sociaux. C'est une violence, comme je dis, quotidienne. Bon, là, c'est ponctuellement, on a violé le droit de libre circulation civile pour un groupe international, dans les eaux internationales, se dirigeant vers les eaux palestiniennes sur les côtes de Gaza. C'est un cas clair de violation de droit international. Bon, qu'il y ait ou n'y ait pas eu de tir, d'usage d'armes, ça peut être un fait, mais ce n'est pas l'essentiel du cas. L'essentiel du cas, c'est que c'est un raisonnement, comme le blocus lui-même, c'est violent de sa nature. Je ne crois pas qu'on ait le droit de parler d'échec. Comme dit la belle citation ici présente de Darwish, on souffre d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Et quand on me pose cette question-là chez nous, je réponds souvent que si les Gazaouis, les Palestiniens en général, mais les Palestiniens de Gaza en particulier, plantent toujours des oliviers, nous, on n'a pas le droit au luxe du désespoir. Parce que des oliviers, ça se plante, tout le monde le sait, pas pour moi, pas pour ma génération, ni pour mes enfants, ça se plante pour les petits-enfants. Ils savent pertinemment que ces oliviers peuvent être arrachés par l'occupation, ça arrive tous les 2 jours, toutes les semaines, mais continuons à en planter. Donc si des Palestiniens, les Palestiniennes plantent des oliviers dans des terres qui savent être occupées, ça veut dire que eux gardent un certain espoir et nous avec. Bon, concrètement, pour ce qui est du cas du bateau des femmes, nous avons réussi avec cette flottille-là à élargir la participation internationale, à inclure une députée maori de la Nouvelle-Zélande, une représentante des associations étudiantes d'Afrique du Sud. Ce sont des premières pour la flottille et pour notre coalition. Avec une capitaine australienne, ça fait des années qu'on n'a pas une participation du Pacifique. Donc ça élargit, disons, la zone de captation de la flottille et la zone d'impact. C'est tout petit la Nouvelle-Zélande, mais l'impact médiatique d'avoir une députée du Parti vert avec l'appui tout entier de son groupe parlementaire, c'est énorme comme échec pour le lobby sioniste dans ce pays-là. Bon, en Amérique du Nord, on a toujours, on souffre toujours d'un blackout médiatique. C'est le cas dans mon pays comme dans le pays voisin du Sud, aux États-Unis. Mais on touche de plus en plus de gens dans les sociétés civiles, dans les syndicats, dans les associations, dans les groupes universitaires sur des campus. Donc, ici, dans les médias français, notre collègue de la FPS a fait un recensement, ou de la plateforme pour la Palestine, a fait un recensement de la presse, et même sans participation directe française, on a eu des échos dans plusieurs médias, et je parle là des médias de masse. On a eu des actions d'appui dans des dizaines de villes françaises, ce qu'on apprécie beaucoup, mais je ne crois pas qu'il soit juste de parler d'échecs, notamment c'est les festivités dont vous venez de parler à Gaza. Ça fait partie de l'attente départ des Gazaouis, des Palestiniens de Gaza qui veulent voir l'arrivée de ces bateaux-là. Mais l'image en miroir qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on a fait un travail important dans 3 ports d'escale avant le départ vers Gaza, le dernier trajet de Messine vers Gaza. On avait fait un travail à Messine avec la mairie de Messine, en Sicile, et plusieurs associations locales. À Ajaccio, en France, même si ce n'est pas sur le continent, avec un accueil extrêmement chaleureux, même si la communauté est très petite. Et à Barcelone, la mégapole, une des grandes villes européennes, avec l'appui entier de la mairie d'Ada Colau, dans une ville qui est quand même des plus importantes d'Europe, au centre même, au pied du Rambla, avec 3 jours de festivités qui ont touché des familles, des touristes, mais aussi beaucoup de gens de Barcelone, de tous les âges confondus, avec des concerts et des manifestations artistiques. Ce travail-là, indépendamment de ce qui peut arriver avec la fin des voyages, le passage par différents ports européens de l'Ouest, ne peut que toucher des gens. Ces gens-là vont se souviennent et se solidarisent donc avec les Palestiniens en général et particulièrement avec les Palestiniens de Gaza sous blocus. À la fin de notre trajet, en fait, nous avons laissé le bateau qui est parti de Messine, nous avons passé ensuite par Strasbourg et Bruxelles.
une partie importante du travail politique en Europe se fait au niveau européen parce que les accords israélo-européens sont extrêmement importants pour l'économie de l'occupation. Donc c'est un niveau de pression et les Israéliens, l'occupation en est très consciente. Donc c'est un point très sensible quand on touche aux accords de libre-échange, aux accords commerciaux entre l'Europe et l'Israël. Et chaque geste comme le nôtre, chaque geste BDS, chaque geste pour les prisonniers politiques palestiniens permet à nos alliés dans les différents groupes politiques au Parlement européen et dans les différents parlements nationaux d'agir contre ces accords commerciaux. Là, nous avons été invités par la gauche unie européenne, ce qui était très bien, mais ensuite, ils ont fait un événement de presse mixte avec les différents groupes parlementaires, avec les socialistes, avec les libéraux, avec les Verts. Et c'est très clair qu'on gagne du terrain au niveau politique. Bon, le nôtre n'est pas en soi un mouvement des partis politiques, c'est un mouvement de masse au niveau de base. Donc il faut que les gens se disent, même s'ils ne veulent pas s'impliquer avec la classe politique, ce que je comprends très bien, ils s'impliquent au niveau de leurs associations, de leur quartier, de leur école, leur fac, leur lieu de travail, leur syndicat, leur association, leur groupe de foi, quel que soit leur niveau d'implication. On peut toujours parler de la sorte des Palestines et du fait que l'occupation n'est pas un fait étranger qui existe dans un autre pays ou un autre but, dans notre cas à l'autre bout du monde, dans votre cas à l'autre bout du Méditerranée. C'est quelque chose qui se passe et qui continue à cause de nos gouvernements et qu'on va finalement changer par nos actions chez nous, en boycottant l'économie de l'occupation chez nous, en exigeant des sanctions au niveau de nos gouvernements locaux, régionaux et nationaux et européens, dans votre cas, et en exigeant du désinvestissement des différentes institutions financières également chez nous. Donc, si j'ai eu l'honneur et le privilège de voyager une fois dans un bateau dans l'est de Méditerranée contre le blocus et de partager quelques jours de prison sous l'occupation, je dis toujours que ces bateaux sont autant de plateformes flottantes qui nous permettent de revenir chez nous et d'atteindre plus de public, plus de gens chez nous pour parler de cela. Bon, c'est pas tout le monde qui peut monter à bord des bateaux, notamment parce que c'est des bateaux généralement très petits, mais tout le monde peut monter à bord de la campagne. Tout le monde peut être solidaire avec le peuple palestinien et avec les Palestiniens de Gaza en particulier contre le blocus, parce que s'il n'y a pas un groupe d'appui chez vous, il suffit d'en créer un et de vous solidariser avec l'AFPS ou avec les associations et les mouvements locaux et en parler autour de vous, exiger mieux de vos médias. Déjà, vos médias en France font mieux leur travail pour reporter la chose que chez nous en Amérique du Nord, mais ils peuvent toujours faire mieux. Votre classe politique a plus de possibilités que les nôtres pour revendiquer les droits fondamentaux, les droits de la personne fondamentaux, mais ils peuvent toujours faire mieux. Ils le feront non pas parce que c'est des bonnes personnes, c'est peut-être des bonnes personnes, j'en sais rien, mais ils le feront notamment parce que la base électorale l'exige. Et les médias feront mieux parce que l'électorat, les téléspectateurs demandent mieux. Donc il faut être conscient, il faut être exigeant envers les médias, envers la classe politique, et il faut être engagé avec les gens qui nous entourent.